Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, je mets mon clignotant gauche. Réponse C, je maintiens mon allure. Alors, ici, comme tu le vois, à ta droite, on a un camion de livraison qui est à cheval sur la chaussée et le trottoir. Donc ce camion de livraison constitue un obstacle que je vais devoir contourner. Donc comment contourner cet obstacle ? Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir. Ensuite, on va faire un contrôle sur le rétroviseur intérieur. Ensuite, un contrôle sur le rétroviseur extérieur gauche. Un autre contrôle sur l'angle mort gauche. Une fois qu'il n'y a personne sur les rétros, je mets mon clignotant afin d'avertir les usagers derrière moi de mon contournement d'obstacle. Puis, je dépasse en sécurité ce camion. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 2. Il est conseillé de rouler avec des chaînes partant de neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les chaînes à neige ne sont pas obligatoires partout en France. Par contre, effectivement, partant de neige, il est fortement recommandé de rouler avec des chaînes à neige, des pneus hiver ou des chaussettes. Alors, par contre, il y a des endroits où c'est obligatoire. En général, ce sont les zones montagneuses. Alors, il y a deux panneaux qui vous obligent à mettre un dispositif antidérapant. Donc que ce soit des chaussettes, des chaînes ou des pneus neige. Alors, vous avez déjà ce panneau. Alors, ce panneau, on appelle ça le panneau B58, qui annonce en fait une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Alors, la période hivernale, c'est du 1er novembre au 31 mars. Et vous avez aussi ce panneau, donc c'est un panneau d'obligation, donc qui vous oblige à mettre des chaînes ou des pneus neige. Donc ici, est-ce qu'il est conseillé de rouler avec des chaînes partant de neige ? Oui. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Mon véhicule est très chargé. Réponse A, j'augmente la pression des pneus. Réponse B, je diminue la pression des pneus. Alors, comment savoir la pression à adapter lorsque le véhicule est plus ou moins chargé ? Alors c'est très simple, il faut te référer à l'étiquette que tu trouveras en général à l'intérieur de ta portière avant. Pour simplifier les choses, en général, cette étiquette ressemble à ça. Alors, comment lire une étiquette de pression de pneu ? Tout d'abord, si tu remarques bien, ici, il y a une série de numéros qu'on appelle
indice alphanumérique. Si tu sais pas ce que c'est que indice alphanumérique et que là, je suis en train de te parler chinois, je te conseille fortement de te former parce que c'est très important. Pour rappel, sur le flanc d'un pneu, on a des numéros et des lettres qu'on appelle indices alphanumériques qui correspondent aux caractéristiques de ta roue. La largeur, la hauteur, l'indice de charge et l'indice de vitesse. Donc, ce numéro est reporté sur l'étiquette. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les pressions qui apparaissent sur l'étiquette correspondent à un type de pneu bien défini. Donc, si tu changes de pneu, fais attention à prendre les mêmes références indiquées sur les indices alphanumériques. Comme tu le remarqueras, ce tableau est constitué tout d'abord de 2 colonnes. Ces colonnes correspondent à quoi ? La première correspond aux roues avant et la deuxième correspond à la pression des roues arrière. Ensuite, ce tableau a 2 lignes. La première ligne correspond à un chargement normal de ton véhicule et la deuxième ligne, parfois même il y a 3 lignes, correspondent à un chargement élevé de ton véhicule. Par exemple, si ta voiture est très chargée et que tu veux savoir quelle pression adopter à la roue arrière, ici par exemple, la pression qu'il faudra que tu adaptes aux roues arrière est de 3,2 bars. Et tu remarqueras que plus le véhicule est chargé, plus la pression des pneus doit être augmentée. Donc, pour revenir à la question, si mon véhicule est très chargé, ce que je fais, c'est que j'augmente la pression des pneus, je ne la diminue pas. Et surtout, je me réfère à l'étiquette qu'il y a dans la portière ou dans le manuel du véhicule. La bonne réponse ici est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 4. Pour avoir une meilleure visibilité. Réponse A. Je m'approche du véhicule devant moi. Réponse B. Je m'éloigne du véhicule devant moi. Alors, effectivement, lorsque vous allez avoir, par exemple, un poids lourd devant vous, vous allez voir que votre visibilité va être très faible. Alors, regarde l'animation. Ici, on est très proche du poids lourd. Notre champ de vision apparaît ici en vert. En rouge, c'est le champ de vision qui est obstrué par le poids lourd. Tu remarqueras que si tu t'éloignes du poids lourd, alors ton champ de vision en vert est plus grand et donc ta visibilité est plus grande et devient meilleure. Donc, pour avoir une meilleure visibilité, je m'éloigne du véhicule devant moi. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. Le temps de réaction dépend. Réponse A, de l'état du conducteur. Réponse B, de l'état de la chaussée.
Alors, le temps de réaction va principalement dépendre de l'état du conducteur. C'est-à-dire, est-ce qu'il est anxieux ou non? Est-ce qu'il a pris des drogues ou non? Est-ce qu'il est fatigué ou non? Ou est-ce qu'il est occupé à faire autre chose? Par exemple, utiliser son téléphone au volant. Donc, la bonne réponse ici va être la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 6. Je passe avant le camion dans le giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme vous le savez, quand on s'insère dans un carrefour à sens giratoire, on doit on doit céder le passage aux véhicules qui viennent de gauche avant de s'insérer. Alors, attention, quand on dit de céder le passage aux véhicules venant de gauche, c'est exclusivement s'il y a des voitures dans cette zone, dans le carrefour à sens giratoire. Si par exemple, il y a des véhicules dans cette zone ou dans cette zone, vous n'avez pas à leur céder le passage. Ici, le camion est bien dans la zone où il faudra lui céder le passage. Donc ici, je vais devoir passer après le camion. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 7. Je peux m'arrêter ou stationner sur un arrêt de bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question, elle a l'air bête, mais il y a beaucoup de gens, par exemple, qui pensent qu'on peut s'arrêter sur un arrêt de bus quelques secondes, prendre quelqu'un. Non, on n'a même pas le droit de s'arrêter. Bon, on n'a pas le droit de stationner, ça c'est évident. Mais on n'a même pas le droit de s'arrêter quelques secondes. C'est une contravention. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 8. Le camion est bien garé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant toute chose, tu dois savoir qu'il existe 4 types de stationnement interdits. Alors, tu as d'abord les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Aujourd'hui, on va seulement parler des stationnements très gênants. Pourquoi? Tout simplement parce que se garer sur un trottoir, c'est un stationnement très gênant. Donc qui est passible d'une amende de 135 € d'amende. Également, tu risques l'immobilisation, c'est-à-dire la mise en fourrière si tu ne déplaces pas ton véhicule. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 9. Je tourne à gauche tout comme le véhicule en face. Je le croise en le contournant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je le croise en lui faisant face. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, tu dois savoir qu'il y a deux types de croisements. Il y a ce qu'on appelle le croisement en contournement et le croisement à l'indonésienne. Alors, en général, dans la plupart des cas, on va se croiser en se contournant. Donc, comme le montre la petite animation. Mais parfois, lorsque le marquage au sol l'indique, il va falloir tourner en se faisant face. C'est ce qu'on appelle le croisement à l'indonésienne. Donc ici, dans notre cas, il n'y a pas de marquage au sol qui indique un croisement à l'indonésienne. Alors, je croise par contournement. La bonne réponse ici sont les réponses A et D. Question numéro 10. Je roule hors agglomération. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A, 1 mètre, réponse B, 1,50 m. Je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut que tu saches que l'intervalle de sécurité pour dépasser un usager vulnérable hors agglomération est de 1,50 m. Aussi ici, tu vois bien qu'on est dans un virage et qu'on manque de visibilité. Une voiture pourrait venir en sens inverse. Donc, je ne peux pas dépasser ce cycliste pour le moment. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 11. Ces deux piétons ont la même zone d'incertitude. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a à gauche une personne, on va dire, plutôt âgée, et à droite, une personne plutôt jeune. Donc ce sont deux usagers de type différents, avec des zones d'incertitude, donc différentes. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 12. L'autopartage permet de diminuer le rejet de CO2, oui réponse A, non réponse B, de réduire le parc automobile, oui réponse C, non réponse D. Effectivement, l'autopartage permet la diminution de rejet de CO2 et de réduire le parc automobile. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 13. Le marquage au sol motorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regarde bien la ligne ici. On a une ligne continue et juste à côté, une ligne discontinue. C'est ce qu'on appelle une ligne mixte. Alors, comment ça fonctionne? Si la ligne discontinue est sur ma voie, ça signifie que c'est comme si on avait une ligne discontinue. Donc ici, par exemple, je pourrais dépasser. Par contre, si la ligne continue est sur ma voie, alors c'est une ligne continue. Donc je ne peux pas dépasser, sauf exception bien sûr. Donc ici, est-ce que le marquage au sol motorise le déplacement?
Bah oui, parce que regardez bien, la ligne discontinue est sur ma voie. La bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 14. La conductrice est bien installée. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ça, c'est une super bonne question. Comment savoir qu'on est bien installé dans le véhicule? Alors regardez cette petite image qui est super intéressante parce qu'elle explique bien comment il faut s'installer dans un véhicule. Alors tout à gauche, vous voyez bien là que le conducteur est trop loin. Il a les bras tendus, les jambes tendues. Là, il est très mal installé. Pareil pour la petite image du milieu. Il est trop proche de son volant, il a le dos courbé, il est mal installé. Alors que tout à droite, il a le dos droit, les bras légèrement fléchis, les jambes légèrement fléchies. Donc ça, c'est une bonne installation. Alors, si on retourne à notre conductrice, on voit bien que son buste est beaucoup trop proche, que ses avant-bras touchent le volant et que surtout, ses genoux touchent le tableau de bord. Donc ici, effectivement, la conductrice n'est pas bien installée. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 15. Je roule en feu de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous savez qu'on utilise les feux de route principalement la nuit, sur route non éclairée ou agglomération non éclairée. Alors ici, effectivement, on roule sur une route non éclairée. On voit que les lampadaires sont quasiment pas allumés. Ils éclairent pas. Alors, cependant, la route est éclairée par la circulation dense, donc par les autres usagers. De plus, il y a une exception à cette règle. C'est que il ne faut pas éblouir les autres usagers de la route. Or ici, si on met nos feux de route, on va éblouir les véhicules qui viennent en sens inverse et les véhicules qui sont devant nous. Donc ici, je ne roule pas en feu de route. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. L'aide au stationnement, ou parc assist, vous permet de ne plus faire vos contrôles. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le parc assist est une aide active à la conduite. Cela ne veut pas dire que vous n'avez plus à faire vos contrôles. Bien sûr que vous avez à faire vos contrôles. Donc, tout ce qui concerne... Alors attention parce que aujourd'hui, avec la nouvelle réforme, vous avez toujours 2 à 3 questions sur les aides à la conduite. Donc, je vous conseille vivement de regarder le cours de la formation, ou si vous voulez pas prendre de la formation, de regarder précisément toutes, je dis bien, toutes les aides à la conduite qu'on peut retrouver dans une voiture. Et de manière assez précise, parce que parfois les questions sont très difficiles. Il y a certaines questions qui rentrent réellement dans une réelle compréhension du sujet. Voilà, donc effectivement ici, dans notre question, l'aide au stationnement vous permet de ne plus faire vos contrôles? Bien évidemment, non. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 17. Ce panneau indique l'obligation d'équiper son véhicule. Réponse A, de chaîne à neige. Réponse B, de pneus hiver.
Si je possède un 4x4, les chaînes doivent être équipées sur réponse C, 2 roues motrices, réponse D, 4 roues motrices. Alors, ce panneau, il est vraiment très spécifique. Et je vous avouerai qu'en fait, il est un peu compliqué. Il est un peu compliqué, et ça c'est vrai. Alors, qu'est-ce que veut dire ce panneau? Eh ben, ça dépend. Ça dépend. Il veut dire 2 choses. Soit, il vous oblige à équiper vos roues de dispositifs antidérapants amovibles, ou bien d'équiper votre véhicule de pneus hiver. Alors, c'est quoi un dispositif antidérapant amovible? Ben, c'est soit des chaînes métalliques, comme tu le vois ici, soit des chaînes textiles. On appelle ça aussi des chaussettes. Les pneus hiver, c'est quoi? Ben, c'est des pneus spéciaux, et tu les reconnais parce qu'ils sont estampillés sur le flanc 3P MSF, qui veut dire Three Peak Mountain Snowflake. Alors, en général, c'est pas marqué 3P MSF, mais il y a le petit logo, et regardez, le logo, c'est quoi? C'est 3 pics, Three Peak, qui représente une montagne, et à l'intérieur, il y a un flocon de neige, Snowflake. C'est pour ça qu'on appelle ça, ce logo, le Three Peak Mountain Snowflake. Alors, il y a quand même des petites particularités. Si tu équipes tes roues de dispositifs antidérapants amovibles, alors tu dois savoir que tu dois les équiper sur toutes les roues motrices. Toutes les roues motrices. C'est-à-dire que si tu as un 4x4, ça a 4 roues motrices, il faut que tu équipes tes roues de dispositifs antidérapants sur les 4 roues. D'accord ? Pareil, concernant les pneus hiver, si tu décides d'équiper ton véhicule de pneus hiver, tu dois équiper ton véhicule sur toutes les roues. Alors, il y a encore une fois une particularité sur ce panneau d'obligation. Alors, ce panneau d'obligation, donc ici, t'oblige à mettre des dispositifs antidérapants amovibles seulement si la route est enneigée. Si elle n'est pas enneigée, t'as pas à mettre de dispositifs antidérapants. Alors là, normalement, tu dois dire, ok, d'accord, donc si la route elle n'est pas enneigée, je suis pas obligé de mettre de chaînes antidérapantes. Mais si la route elle n'est pas enneigée, est-ce que je suis obligé d'équiper mon véhicule de pneus hiver? Ah ah. Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais je réserve ça à ceux qui vont dans l'information. Et c'est une question importante. C'est une question importante. Donc, pour revenir à la question, ce panneau indique l'obligation d'équiper son véhicule de chaîne à neige, oui, réponse A. De pneus hiver, oui, réponse B. Si je possède un 4x4, donc d'un véhicule équipé de 4 roues motrices, alors je dois équiper les chaînes sur les 4 roues motrices, réponse D. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et D. Question numéro 18. Le liquide AdBlue permet de réduire les émissions polluantes. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comme tu peux le voir ici, dans certaines motorisations, à côté de ton bouchon de carburant, tu auras un bouchon d'AdBlue. L'AdBlue, c'est un liquide qui permet en fait de réduire les émissions polluantes.
Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. La fatigue allonge le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le temps de réaction pour un être humain en état normal est de 1 seconde. Ce temps de réaction peut augmenter selon plusieurs facteurs. Par exemple, la prise d'alcool, la prise de médicaments, la prise de stupéfiants, mais également un état de fatigue prononcé va rallonger le temps de réaction. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. La prise de cannabis augmente la prise de risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente le temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, la prise de drogue en général, c'est-à-dire de stupéfiants, c'est-à-dire de substances classées comme illicites, donc vont augmenter la prise de risque et vont augmenter le temps de réaction. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 21. Pour un permis probatoire, la vitesse maximale autorisée est de A. 80 km/h, B. 90 km/h. Alors, ici, on est dans une route à double sens avec créneau de dépassement. Donc, lorsqu'on regarde le tableau des vitesses autorisées selon les routes et selon le temps, on voit que ici, un probatoire a une vitesse maximale autorisée de 80 km/h, alors qu'une personne qui n'est pas en probatoire a une vitesse maximale autorisée de 90 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 22. Je peux dépasser le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on se remet la vidéo. Regardez bien le rétroviseur intérieur et extérieur. On voit un véhicule qui se rapproche, qui grossit dans les rétros. Jusqu'à ce que, regardez là, hop, on le voit plus. Donc, il est passé dans l'angle mort. Donc ici, est-ce que je peux dépasser le véhicule ? La réponse est non. Question numéro 23. Je règle le rétroviseur avant de régler mon siège. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, concernant la procédure d'installation, tout d'abord, il faudra régler son siège. Ensuite, il faudra régler son volant. Ensuite, régler ses rétroviseurs. Et ensuite, boucler sa ceinture. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 24. Le taux d'alcool délictuel est de 0,8 g par litre de sang, 0,5 g par litre de sang. Comme le montre le document que vous retrouverez dans la plateforme pédagogique, le taux d'alcool délictuel, que vous soyez en probatoire ou non, est de 0,8 g par litre de sang. Donc, le taux délictuel est le même pour tous. C'est le taux contraventionnel qui change. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une contravention et un délit, vous ne savez pas la différence, je vous conseille vraiment d'aller dans l'information. Parce que ces questions sont récurrentes lors de l'examen du code de la route. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Les documents obligatoires à bord du véhicule sont: réponse A, la carte grise; réponse B, l'assurance du véhicule; réponse C, le permis de conduire; réponse D, le procès-verbal du contrôle technique. Alors, tu dois savoir qu'il y a seulement 3 documents obligatoires à avoir dans ton véhicule. Tout d'abord, ça va être le permis de conduire. Ensuite, ça va être la carte grise et également la preuve du contrôle technique valide. Tu n'as pas besoin de montrer ton procès-verbal du contrôle technique. Tu as seulement besoin de montrer une preuve, c'est-à-dire de montrer soit la vignette, soit le timbre qui est collé sur la carte grise. Également, tu n'es pas obligé de posséder l'assurance du véhicule à bord du véhicule. Maintenant, depuis avril 2024, les policiers ont à leur disposition un fichier des véhicules assurés. Donc, d'ailleurs, il s'appelle le FVA. Fichier des véhicules assurés. Donc, ils savent si tu es assuré ou non. Donc, c'est plus obligatoire de l'avoir depuis avril 2024. Donc, pour répondre à la question, les documents obligatoires à bord du véhicule sont: réponse A, la carte grise, et réponse C, le permis de conduire. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. Vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours » et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code, simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir,
ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 26. Je peux stationner à droite derrière la ligne blanche. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, à droite, si tu regardes bien, on a une ligne blanche continue. Donc, qui dit ligne blanche continue, dit qu'on n'a pas le droit de la franchir. On n'a pas le droit de la franchir, donc encore moins se stationner ou s'arrêter derrière. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 27. Je dois céder le passage au véhicule en face avant de tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, vous voyez que vous avez le feu vert pour tourner à gauche. Vous avez la petite flèche gauche. Donc, si vous avez le feu vert pour tourner à gauche dans une intersection, ça veut dire qu'en face, eux, ils ont un feu rouge. Donc, vous ne laissez pas le véhicule d'en face tourner. De toute façon, vous n'allez pas le rencontrer. Hein? Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Cette personne se retrouve inconsciente après un accident de la route. Pour la secourir, je dois. Réponse A. La déplacer sur le trottoir pour la protéger. Réponse B. La mettre en position latérale de sécurité. Réponse C. Vérifier un signe d'hémorragie. Alors, comment secourir une personne victime d'un accident de la route et qui se retrouve inconsciente? Alors, tout d'abord, tu dois vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie. Donc, une hémorragie, c'est du sang qui coule de son corps. Dans un deuxième temps, tu dois la mettre en position latérale de sécurité. Et dans un troisième temps, tu dois la couvrir, car toute personne victime d'un accident se met automatiquement en hypothermie, c'est-à-dire que son corps se refroidit. Alors, surtout, ici, il ne faut pas déplacer cette personne, car elle est inconsciente. Comme tu le sais, là, ici, on a seulement parlé du cas de secourir une personne inconsciente. Secourir une personne consciente, ce sera une autre procédure. Pour ça, je t'encourage à aller dans la formation. De plus, déplacer une personne sur un trottoir ne fait pas partie du secours, mais de la protection. N'oublie pas qu'il y a une procédure à suivre lorsque une personne est victime d'un accident corporel avec dommages corporels sur la route. Cette procédure, c'est le pas. Ici, on n'est pas sur la protection, on est sur le secours. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de
secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 29. L'étiquette énergie permet de connaître le niveau d'émission de CO2 d'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, juste ici, je te mets l'étiquette d'énergie d'une voiture. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, tout au-dessus, les informations du véhicule, donc type de véhicule, le carburant, si c'est un essence, un diesel ou un électrique, la consommation de carburant qu'on appelle WLTP, c'est-à-dire sa consommation mixte, et ensuite, il y a son émission de CO2 par kilomètre, donc qui est compté en grammes par kilomètre. Et donc, il y a un classement. Il y a un classement sur 7 lettres. Donc, effectivement, les véhicules qui ont le classement A sont les moins polluants, et ceux qui ont le classement G sont les plus polluants. Donc, pour répondre à la question, l'étiquette énergie permet de connaître le niveau d'émission de CO2. La réponse est la réponse A. Question numéro 30. L'ESP permet de maintenir sa trajectoire lors des freinages d'urgence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce qui me permet de maintenir sa trajectoire lors des freinages d'urgence, c'est ce qu'on appelle l'ABS. Ça n'a rien à voir avec l'ESP. Alors, c'est quoi l'ESP? En général, c'est, vous voyez, c'est un petit pictogramme comme ça, avec une petite voiture qui dérape. Ça veut dire quoi, déjà? Ça veut dire Electronic Stability Program. C'est un système électronique, donc automatique, pour stabiliser le véhicule. L'ESP, lui, permet de maintenir sa trajectoire lorsque on a une perte de contrôle de la trajectoire, notamment quand on patine, voilà, quand on fait du patinage. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. Je circule sur une route à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça, c'est vraiment une question récurrente et qu'on a souvent vu donc, dans les vidéos YouTube et dans la formation. Pour savoir si on roule sur une route à sens unique, on regarde la ligne de rive à gauche. Donc ici, c'est une ligne blanche continue qui indique qu'on circule sur une route à sens unique. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors surtout ne te dis pas ah ben c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris
ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 32. Je n'ai pas de pneus neige. En période hivernale et après ce panneau, je dois A. Avoir des chaînes dans mon véhicule. B. Poser les chaînes sur les 4 pneus. Alors, la période dite hivernale, c'est du 1er novembre au 31 mars. Donc, j'ai plusieurs choix. Après ce panneau, je peux équiper mon véhicule de pneus hiver, les 4 roues. Ou alors, je peux aussi avoir des chaînes ou des chaussettes dans mon véhicule pour seulement les roues motrices. Si vous avez 2 roues motrices, alors ce sera les 2 roues motrices. Si vous en avez 4, ce sera les 4 roues motrices. Alors ici, si vous voyez bien, la route n'est pas enneigée. Pas du tout même. Donc pas la peine de mettre des chaînes si j'ai pas de pneus hiver. Le plus important, c'est de les avoir dans son véhicule au cas où il y a des épisodes de neige dans les jours à venir. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 33. Ce panneau indique A. Une interdiction de stationner du 1er au 15 du mois du côté impair. B. Une autorisation de stationner du 16 au 31 du côté pair. C. Une interdiction de stationner du 1er au 15 du côté pair. Alors, ça c'est le genre de panneau que vous ne maîtrisez quasiment jamais. On va faire un petit schéma parce que ça mérite un schéma. Alors, que signifie ce panneau ? Ce panneau signifie que tu es autorisé à stationner du côté impair du 1er au 15 du mois. Il signifie également que tu es autorisé à stationner du côté pair du 16 au 31 du mois. Donc les bonnes réponses ici seront les réponses B et C. Question numéro 34. En attendant les secours, réponse A, je retire le casque. Réponse B, je le couvre. Réponse C, je le déplace sur le trottoir. Alors, à savoir, ne jamais retirer le casque d'un motard qui vient d'être accidenté. Ne jamais également déplacer une personne qui est
inconscience, sauf risque de suraccident. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on le couvre. La bonne réponse est la réponse B. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 35. Une conduite agressive entraîne une surconsommation pouvant aller sur route. Réponse A, jusqu'à 70%. Réponse B, jusqu'à 20%. En ville, réponse C, jusqu'à 30%. Réponse D, jusqu'à 40%. Une conduite agressive peut entraîner une surconsommation pouvant aller jusqu'à 20% sur route et 40% en ville. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 36. Plus la vitesse augmente, plus le temps de réaction augmente. Oui, réponse A, non, réponse B. À 70 km/h, la distance parcourue durant le temps de réaction est de réponse C, 21 mètres. Réponse D, 49 mètres. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le temps de réaction ? Le temps de réaction, c'est le temps qu'il te faudra pour d'abord percevoir un danger, analyser un danger, décider d'une action, puis agir. C'est ce qu'on appelle le PADA. Durant toutes ces étapes, il se passera un temps de 1 seconde. C'est ce qu'on appelle le temps de réaction. Et ce temps de réaction est le même pour tous. Il ne dépend donc pas de la vitesse. Alors, la deuxième question, c'est à 70 km/h, la distance parcourue est-elle de 21 mètres ou de 49 mètres ? Pour calculer la distance parcourue durant le temps de réaction, on multiplie le nombre des dizaines par 3. Ici, ça fera 7 fois 3, ce qui nous donne 21. Donc la distance parcourue durant le temps de réaction est de 21 mètres. Ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 37. Rouler avec une voiture hybride permet de diminuer les émissions polluantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Participe à l'éco-conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, rouler avec une voiture hybride, effectivement, va diminuer les émissions polluantes, les gaz à effet de serre, notamment. Est-ce que ça participe à l'éco-conduite ? Eh bien, non. Regardez, ici, je vous ai mis le document que vous retrouverez donc dans l'information. C'est quoi l'éco-conduite ? L'éco-conduite, c'est la mise en pratique de pratiques qui permettent justement de diminuer l'impact environnemental de la conduite. Ça va être par exemple
alléger le véhicule, préparer l'itinéraire, vérifier la pression, rouler moins vite, limiter la climatisation, etc. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 38. Ce panneau interdit l'accès aux poids lourds, oui réponse A, non réponse B, aux véhicules de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. Oui réponse C, non réponse D. Alors, c'est quoi la signification exacte de ce panneau ? Ce panneau est un panneau d'interdiction qui interdit l'accès aux véhicules de transport de marchandises. Que leur PTAC soit supérieur à 3,5 tonnes ou inférieur à 3,5 tonnes. Si tu ne sais pas ce que c'est que le PTAC, c'est-à-dire le poids total à charge, je t'incite fortement à aller te former dans la formation car tu devrais le savoir. Est-ce que ce panneau interdit l'accès aux poids lourds ? Eh bien oui. Pourquoi ? Parce que automatiquement, un poids lourd, c'est un véhicule de transport de marchandises. Sinon, ce serait pas un poids lourd. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code,
et ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. À 70 km/h, je parcours en une seconde. Réponse A, 21 mètres. Réponse B, 42 mètres. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comment connaître la distance que je fais en une seconde? C'est très simple. Ici, on roule à 70 km/h. Donc, on prend le chiffre des dizaines, ici 7, et on le multiplie par 3. 3 x 7, 21. À 70 km/h, je parcours 21 mètres en une seconde. Concernant ma distance de sécurité, est-ce qu'elle est bonne? Bon, on pourrait, avec les notions qu'on a et les connaissances qu'on a, on pourrait la calculer et la comparer avec les lignes de rive. Bon, là, c'est simple. On les a, les lignes de rive. Et on sait qu'une bonne distance de sécurité sur route est de 2 lignes de rive. Or, ici, vous voyez bien qu'on ne les a pas, les 2 lignes de rive. Donc, on n'a pas une bonne distance de sécurité. Les bonnes réponses ici vont donc être les réponses A et D. Question numéro 40. Je suis sur autoroute. La vitesse maximale d'un poids lourd est de A, 90 km/h, B, 110 km/h. J'ai passé ma période probatoire. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, vous devez savoir une chose. Sur autoroute, la vitesse maximale d'un poids lourd est de 90 km/h. Ça, c'est une obligation pour eux. Ensuite, deuxième question. J'ai passé ma période probatoire, je peux dépasser le camion. Alors, ici, on roule sur autoroute. N'oubliez pas ce document que vous pouvez retrouver dans la formation qui indique toutes les vitesses maximales selon les types de routes. Donc, je suis sur autoroute et en plus, j'ai passé ma période probatoire. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Le camion roule à 90 et moi, regardez, je roule à 122 km/h. Donc, effectivement, ici, je peux dépasser le camion. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.